Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver au Festival des sciences sociales, le festival Allez savoir, organisé par l'École des hautes études en sciences sociales avec la ville de Marseille et tout particulièrement les musées et les bibliothèques de la ville de Marseille. Donc vous avez déjà pu participer probablement à d'autres événements. Il y en aura encore pendant la soirée et toute la journée de demain. Des balades, des tables rondes, des projections des films, des spectacles, concerts. Et là, nous sommes sur une table ronde autour de la notion et des temporalités du slow. Donc, bienvenue et je laisse tout de suite la parole à Jean-Noël Gonzalez, géographe et urbaniste, qui animera la table ronde. Voilà, effectivement, m'est donné comme mission d'animer cette table ronde. Et je tiens d'abord à préciser quelque chose. Nous avons un invité surprise, qui n'était pas surprise, mais en tout cas qui est surprise dans la slide que vous avez derrière nous, qui est donc Olivier Nat, que je présenterai. Alors pour introduire cette table ronde, nous allons, comme vous l'avez vu sur le programme, et c'est certainement pour ça que vous êtes ici, explorer les significations attribuées aujourd'hui au terme slow et ses déclinaisons pratiques, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ce terme slow, même en tant qu'anglicisme, est extrêmement présent dans nos vies et dans notre langage, dans des mouvements sociaux, slow food, dans des critiques environnementales, slow emergency, dans la pratique médicale, slow medicine aujourd'hui, dans la recherche, slow sciences. Alors, quelle valeur, quelle dimension donner à ce terme slow et à quelle dimension, à quelle façon de penser le temps il renvoie aujourd'hui? Quelle est sa dimension politique éminemment présente lorsqu'on l'évoque? Et enfin, vers quel imaginaire, vers quelle tendance du futur il nous pousse à penser? Pour débattre, pour explorer ces dimensions du slow, nous avons donc plusieurs intervenants. D'abord, à ma gauche, Joël Zask, j'ai toujours du mal à le dire, qui enseigne la philosophie à Aix-Marseille Université, qui appartient désormais au centre Norbert Elias, et surtout à l'Institut universitaire de France, et qui est auteur de plusieurs ouvrages majeurs qui nous aident à penser le rapport à l'écologie notamment, et dont le dernier ouvrage s'appelle « Démocratie et écologie ». À la gauche de Joël, Valeria Siniscalchi, qui est anthropologue ici à l'EHESS, là aussi au centre Norbert Elias, auteur aussi de nombreux ouvrages sur les questions économiques et politiques, et particulièrement sur les liens entre production et consommation alimentaire, et dont un livre est bientôt à paraître au début 2013, qui s'appelle Slow Food, The Economy and Politics of a Global Movement. Laura Centemeri, qui est chercheuse sociologue au CNRS, Centre d'études des mouvements sociaux, et qui est auteur d'un livre qui s'intitule La permaculture ou l'art de réhabiliter. Et enfin, Olivier Nat, ou Nat, qui est plasticien, qui oscille entre l'art et l'artisanat, qui travaille dans son approche artistique sur le temps long, notamment sur les forêts comestibles, et qui nous parlera plus particulièrement dans un deuxième tour de parole sur son expérience sur le restaurant du Présage implanté ici à Marseille. Alors pour commencer et pour aller dans le vif du sujet, on peut dire que le terme slow est apparu à la face du monde, je vais dire en tout cas en France, a commencé à se diffuser à partir d'un mouvement alimentaire, le slow food, dont Valeria est spécialiste. Et donc, pour commencer, j'aimerais demander à Valeria quelle est la signification et quelle était à la base la signification de ce terme slow au fondement de ce mouvement fondé sur la question alimentaire. Jean-Noël, alors effectivement, on peut dire que c'est à partir de la naissance de ce mouvement qui est aussi une association, au départ il s'agit d'une association,
que le terme slow a commencé à se répandre dans d'autres contextes, dans d'autres mouvements, associations et ce qu'on appelle la mouvance slow. Et en fait, Slow Food est né sous forme d'une association qui avait tout autre nom en Italie, moitié des années 1980. Il s'agissait de Arcigola. Donc c'était une association qui était issue des mouvements de la gauche et de ce qu'on appelle en Italie la gauche extra-parlementaire. Et donc avec des gens extrêmement engagés qui venaient soit du monde des syndicats, des partis politiques donc de gauche, qui avaient eu des expériences différentes dans le monde de la politique. Et au milieu des années 80, voilà, l'Italie sort d'une décennie, voire plus, de luttes et de tensions, ce qu'on appelle en France les années de plomb. Et donc les années 80, ça semble être un moment de stabilité, on retrouve voilà, d'autres intérêts. La politique semble presque, l'engagement politique semble un petit peu disparaître des intérêts. Et ces gens qui sont issus voilà, du monde politique de la gauche lancent différentes initiatives, dont une est cette association Arcigola, donc issue du mouvement Arci, l'association récréative italienne qui vient de l'histoire politique de l'après-guerre. Et pour lancer donc leur association, ils envisagent déjà ça comme un mouvement international, même si au départ c'est quelque chose de tout petit, localisé dans une petite ville du Piémont. Et ils profitent de leur connexion avec le monde intellectuel, des journalistes, d'écrivains, des gens du monde du théâtre, pour commencer à répandre l'association et sa philosophie en Italie, mais aussi très rapidement dans d'autres pays. Ils utilisent la France comme une espèce de plateforme pour lancer à l'international Slow Food. Et je dis entre parenthèses, en fait, en France, de fait, ça n'a jamais vraiment pris ou pas pris comme ils le souhaitaient les leaders de l'association. Et donc, ils viennent à Paris, à l'Opéra Comique, signer le manifeste du Slow Food. Et donc, ce manifeste, qui avait été écrit par Folco Portinari, donc un écrivain italien, ce n'est pas un manifeste dans lequel on pourrait imaginer slow food contre le fast food. Le mot fast food est présent dans ce texte du mouvement, du manifeste, pardon. Mais il y a toute une série d'autres notions qui sont intéressantes aussi à relire aujourd'hui. Ceux qui rédigent et qui ensuite signent ce texte disent vouloir s'opposer à la vitesse, plus en général, et surtout à ce processus qui ont déclenché les êtres humains de presque auto-ingestion et digestion d'eux-mêmes. C'est quelque chose qu'on pourrait aujourd'hui rapprocher d'autres mouvements écologistes qui soulignent voilà, les désastres commis par les êtres humains, et donc ce manque d'attention vis-à-vis de nos milieux et de notre environnement plus en général. Et donc dans ce même manifeste qui a été ensuite remanié, traduit, donc là j'ai sous les yeux plutôt la première version qui était assez intraduisible dans d'autres langues, raison pour laquelle il y a eu des simplifications après. Il parle de virus du fast qu'il faut combattre et tous ses effets collatéraux. Et pour faire cela, l'idée est de partir de la nourriture en redonnant la juste place au goût et au plaisir. Le plaisir, c'est un des piliers de ce mouvement, le plaisir de la gourmandise, la gola en italien. Et donc, rendre à nouveau la vie vivable en partant donc de la nourriture. Et il faut aussi, entre autres, dit ce manifeste, commencer à mâcher lentement et profiter des plaisirs dans toutes leurs dimensions. Donc, et un autre mot qui émerge dans ces textes, disent l'auteur et les autres qui ont collaboré, qu'il s'agit pour eux, ce manifeste, c'est aussi une leçon morale. Et c'est intéressant d'avoir en tête cet aspect. Parce qu'ensuite, à partir de cela, donc l'association commence à grandir, à se répandre. Je vous dis, c'était du départ une visée très d'internationalisation de l'association et de lente transformation en un mouvement.
Alors, selon les chiffres de l'association, aujourd'hui, il y a environ 100 000 adhérents dans le monde entier, je ne sais plus combien de projets, 160 pays dans lesquels l'association est présente, des réseaux aussi qui sont nés à l'intérieur de ce mouvement, des réseaux des cuisiniers, des jeunes, des producteurs, etc. Et si on revient à la notion de slow, qui était donc au départ associée à ce plaisir de la table et de la convivialité. La convivialité, ça voulait aussi dire, à partir de la table, reprenons notre temps, le temps d'être ensemble. Cette notion de slow, au fil du temps et des évolutions de l'association, commence à inclure d'autres dimensions. Et autour des années 90, c'est de façon de plus en plus affiché que l'environnement rentre dedans. Et donc, une attention pour pas simplement ce qu'on mange, mais d'où les choses que nous mangeons viennent, comment elles sont cultivées, quel type d'attention on met non seulement sur les produits cultivés, mais aussi sur le milieu plus en général, pour arriver dans les années plus récentes, les années 2000, à une attention pour les producteurs eux-mêmes, avec une idée de justice sociale, d'attention pour le juste prix, une vie digne pour les producteurs, et aussi, à fur et à mesure, aussi pour les consommateurs, qui étaient les points de départ, et donc un droit pour une nourriture, comme ils le disent, bonne, propre et juste pour tout le monde. Voilà, tout le monde doit pouvoir accéder à cela. Ce n'est pas simplement l'idée de se nourrir, mais de se nourrir de façon voilà, digne et plus en général. Oui, alors on le voit, ce mouvement slow food qui mobilise le terme slow s'est construit en opposition, en tout cas en recul par rapport à quoi, au fait? Donc c'est une première question. À quoi s'oppose ce terme slow? Et c'est une question que je pose à Joël. Et en fait, quel est au final le sens politique qu'il y a derrière ce mouvement de ralentissement que sous-tend ce terme slow? Alors, effectivement, quand on dit... Oui. Voilà. Il est un peu lent mon micro, hein, je crois. Peut-être. Oui, enfin, c'est vrai que le slow, d'une manière générale, est né sur fond de critique, de mépris à l'égard de la nature ou de l'environnement. Mais on peut aussi considérer qu'il est né ou qu'il pourrait se développer à l'égard d'un mépris de la nature humaine également. Et la grande opposition au slow, c'est le fast, c'est le rapide. C'est la cadence infernale, c'est l'accélération, alors toutes sortes de termes qu'on trouve aujourd'hui. Et je voudrais dire que quand on dit à un enfant, par exemple, de se dépêcher tout le temps, de se dépêcher le matin, de se dépêcher le soir, de se dépêcher de faire ses devoirs, de se dépêcher de finir son essai à l'école, etc., en fait, d'une certaine façon, on va à l'encontre de sa nature. D'une certaine façon, on lui fait subir une violence, on lui fait subir une contrainte, on lui fait subir en fait une injonction à suivre un rythme qui n'est pas le sien. Et je pense qu'il y a énormément de nos institutions qui sont fondées là-dessus. C'est-à-dire qu'on est environné finalement de ce qu'on peut appeler à juste titre des dispositifs, hein, comme Foucault et Agamben le disent. On est environné de dispositifs qui nous forcent dans des cadences qui ne sont pas les nôtres et qui ont plusieurs caractéristiques. D'une part, il y a ce forçage. Les gens éprouvent... Alors, ça dépend de la quantité et de la qualité de ce forçage. Il y en a de toutes sortes. Il y en a des très graves, il y en a des plus légers. Il y en a qui donnent lieu à des habitudes. Il y en a qui donnent lieu à des pathologies de toutes sortes. Mais en tout cas, disons, d'abord, il y a le forçage. Et puis, il y a aussi l'uniformisation. C'est-à-dire que, en gros, vous ne pourriez pas avoir, si vous voulez, des moyennes statistiques et des études behavioristes de comportement si vous n'aviez pas... finalement des dispositifs d'accélération du rythme des gens, parce que c'est en fonction de cette accélération que vous allez pouvoir décider finalement d'une part d'une moyenne ou d'une norme, enfin d'une moyenne conçue en termes de normes, et puis d'autre part d'évacuer ceux qui dérogent par rapport à la norme. Donc c'est un outil de sélection basé sur l'identification et l'uniformisation, si vous voulez. Alors, je vais prendre deux exemples qui sont assez terribles, enfin terribles. D'abord, j'ai lu pour vous montrer aussi, disons, je veux dire à quel point l'accélération, c'est pas juste
je dirais un problème social parmi d'autres. Je dirais que c'est peut-être un des fondements de tous les problèmes sociaux. En tout cas, il y a beaucoup de nos problèmes qui se rapportent à la question de la maîtrise d'autrui ou de sa domination par l'intermédiaire de l'imposition d'une cadence qui n'est pas la sienne. Et bon, vous avez l'armée. Alors ça, c'est intéressant de lire sur justement l'usage de l'accélération dans l'armée, la cadence, le rythme, courir. Il y a plein d'articles qui témoignent de ce que finalement le soldat, parce que c'est disons aussi, une des manières de faire la guerre. Enfin, la guerre, elle est pensée comme une alternance entre le fait de courir, d'accélérer tout le temps, d'aller très vite, et même l'entraînement parfois vous pousse au bout de vos forces, et après de se mettre en état d'attente. Donc en fait, ce qu'on voit à travers des articles, là je ne vais pas épiloguer, c'est la complémentarité, on pourrait dire la complicité entre le forçage du rythme et la suppression de toute temporalité. Quand vous passez d'une accélération à une attente, mais on le voit aussi dans les temps modernes de Chaplin, si vous voulez, c'est le travail industriel qui est aussi fait comme ça, bah, finalement vous êtes complètement dépossédé de vous-même. Alors je prends un autre exemple qui est terrible, c'est celui, je vais vous le lire, c'est toujours difficile d'en parler, du camp de concentration de Birkenau. Alors là, on sait que les prisonniers, ils étaient justement transformés en moins que rien, en musulmans, c'est un terme qui s'est un peu imposé, même si je ne suis pas trop d'accord, mais enfin, c'est-à-dire en espèce de mort-vivant, à travers justement ces techniques d'accélération permanente qui vous privent de toute subjectivité, en fait. Alors, je lis, enfin, c'est un commentaire d'un auteur qui témoigne. Les journées sont scandées par des horaires inflexibles où les cadences sont infernales et rythmées parfois même par un orchestre, ce qui chemine de concert avec une atemporalité, appels interminables. Et là aussi, on a cette mise en attente des appels. Les gens sont immobilisés dehors sans rien faire pendant des heures. Et parfois, d'ailleurs, l'appel peut durer jusqu'à une dizaine d'heures, surtout quand quelqu'un s'est enfui et qu'on attend qu'il revienne. Donc tout le monde est puni. Donc appels interminables, détentions dont les sujets ne connaissent pas la fin, ni même si elle en avait une, mort finale toujours possible, mais jamais prévisible. Ne nous étonnons pas, dit Roussillon, dans ces conditions, il est impossible de donner un sens ou même de s'approprier une telle expérience. La survie pour cet auteur n'est possible qu'à condition de se retirer de l'expérience, c'est-à-dire donc en se clivant de sa subjectivité. Ainsi, pour continuer à se sentir être, le sujet a dû se retirer de lui-même et de son expérience vitale. Alors, évidemment, là, on est dans un cas extrême, mais en même temps, je crois que ça dit quelque chose de très profond sur ce que fait l'accélération et le fait d'être soumis à des rythmes qui sont contraires, alors je ne dirais pas à notre nature, parce que est-ce qu'on a une nature, mais en tout cas à ce qu'on a en propre, et en particulier à nos capacités d'expérience elles-mêmes. C'est ça que se dit cet extrait. C'est-à-dire que faire une expérience, mais ça j'y reviendrai ensuite, faire une expérience suppose une durée, c'est peut-être plus une durée qu'un temps, suppose une durée qui est un ajustement finalement entre le rythme individuel et le rythme extérieur. Merci. Alors, on le voit, par opposition, le terme slow se remplit de dimensions éminemment positives. Et il n'est pas étonnant qu'après slow food, de nombreux mouvements se soient accaparés cet adjectif. Comme je l'ai dit en introduction, on a les slow sciences aujourd'hui, slow medicine, slow travel, slow fashion aussi aujourd'hui. Et j'ai envie de demander donc à Valéria quel revêt dans ces différents cas, là aussi, le terme slow. Oui, alors, mon objet d'étude a été les mouvements, l'association Slow Food plus particulièrement, mais à un moment donné, j'ai commencé à essayer de suivre aussi ce qui se passait avec ce terme. Et donc, effectivement, il a une connotation pour tous les mouvements qu'il adopte, disons, une connotation positive, comme d'autres termes qui ont été élaborés par d'autres associations ou mouvements.
ces termes migrent et ils sont appropriés, utilisés de façon très différente. Mais c'est sûrement cet aspect positif et qui a à voir avec une certaine éthique que les termes à naviguer dans plusieurs autres endroits. Alors, il y a un certain nombre d'associations, soit structurées en tant que telles, soit simplement de mouvements qu'on peut faire entrer dans cette mouvance slow, qui affichent de façon explicite leur lien, le fait que l'élément inspirateur pour eux a été les mouvements slow food. Et tout particulièrement, les trois termes que depuis une bonne quinzaine d'années, l'association, les mouvements utilisent, qui sont les termes de bon, propre et juste. Le bon des aliments, le propre qui a à voir avec la dimension environnementale et le juste avec la notion de justice sociale. Et donc, il y a des associations, je disais, comme par exemple Slow Medicine, qui est une association qui regroupe, qui est partie de ce que je connais de l'Italie aussi, et qui regroupe médecins, centres hospitaliers, etc., et qui a élaboré une autre trilogie, 3 autres termes, qui sont celui de sobre, respectueux et juste aussi, donc pour jouer aussi sous cette terminologie. Et avec l'idée qu'une médecine, il ne s'agit pas, ils disent explicitement, ce n'est pas une médecine lente, mais une médecine qui agit avec modération, gradualité, sans gaspillage, qui respecte la dignité des personnes et qui est juste parce qu'elle se base sur des soins qui sont appropriés, efficaces, etc. etc. Un autre exemple peut être celui de Città Slow, de Slow... ville slow, disons, qui est devenu quelque chose d'un peu différent, un réseau de maires et de villes qui disent mettre au centre une attention pour des rythmes un peu plus lents. Alors là, c'est la lenteur qui serait l'élément central. Mais en fait, dans ces migrations, la Slow Science que tu as évoqué, Jean-Noël, donc ce manifeste qui a été rédigé en 2011, si je ne me trompe pas, et qui affichait également en lien avec les perspectives du mouvement Slow Food, appliqué au monde de la recherche, de plus en plus soumis à des rythmes qui sont ceux des appels à projets, des rédactions pour obtenir des fonds, pour faire de la recherche, pour ensuite faire des rapports de plus en plus vite. Et donc l'idée dans ce manifeste était: il faut du temps. La recherche a besoin de temps. Il faut reprendre des temps qui ne sont pas ceux des financements imposés par les institutions qui donnent de l'argent à la recherche. Et donc, dans ces migrations, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui des déclinaisons assez variées, y compris dans le monde des entreprises et dans des contextes beaucoup plus commerciaux. Donc, le même terme, par exemple, slow wear, donc qui a à voir avec les vêtements, on le retrouve slow espace wear comme quelque chose qui serait de l'ordre d'une attention aux vêtements, à la façon de consommer tout ce qui a à voir avec les vêtements, donc consommer moins, avec des produits qui respectent les animaux, les plantes, etc. Et après, vous avez par exemple une association d'entreprises du vêtement qui s'est constituée en Italie il y a quelques années, qui s'appelle Slow Wear, mais tout attaché, et qui donc prône pour la qualité, le respect de la planète, le respect des travailleurs, etc., mais avec des vêtements qui sont plutôt des vêtements de luxe. Donc, dans ce cas, slow veut dire aussi consommer mieux, des choses qui durent plus longtemps, mais ça devient aussi un élément de distinction. C'est pas simplement... Donc, on voit que finalement, ce terme slow se prête à des usages extrêmement différents. Vous avez de slow gardening, donc des façons de concevoir vos jardins. Donc, il y a des entreprises ou des designers de jardins qui proposent, qui utilisent donc ce terme pour s'identifier et identifier leur façon de faire attentive aux occupants de la maison, du jardin, etc. Donc, c'est vraiment un terme polysémique qui se prête à des usages assez différents, dans ce que j'observe essentiellement des usages en termes positifs. Donc, et néanmoins, on a vu apparaître aussi sur le devant de la scène d'autres termes associés au slow qui sont peut-être moins positifs, puisqu'on parle aujourd'hui de slow violence, slow emergency. Et donc,
J'aimerais demander à Laura quelle dimension prend là le terme slow, puisque on voit toutes les déclinaisons lorsqu'il est associé à des termes justement et des idées un peu moins positives que ce que nous a décrit Valéria. Oui. Alors, avant de m'occuper de permaculture, je me suis occupée et je m'occupe toujours de situations de désastre. Et donc, effectivement, dans l'étude des situations de désastre, de crise et de catastrophe, la notion de slow a été utilisée pour rendre visible le fait qu'un désastre n'est jamais simplement un événement. C'est pas justement quelque chose qui arrive comme voilà, un attaque de l'extérieur qui va troubler une normalité, mais en fait, il s'enracine dans une histoire qui a produit les conditions de l'événement. Et donc, la notion de slow violence, donc de violence lente, a été introduite dans l'étude des désastres pour chercher à mettre en visibilité les dynamiques structurales de fragilisation d'un système qui donc le rendent vulnérable. Et donc le slow, dans ce cas, indique une forme d'action qui est continue sur la longue durée, des formes d'érosion lente, des formes de contamination lente. Donc le slow est très proche dans ce cas de ce qui n'est pas visible. Donc la lenteur dans ce cas, il revient à quelque chose qui passe inaperçu. Donc il y a quelque chose autour de la perception qu'on veut donner avec cette idée de slow violence, qui arrive jusqu'au moment de bascule. Donc l'événement, c'est la bascule dans une accélération. Et donc du coup, avec le désastre, on est dans l'accélération. Et donc on a eu tendance aussi à s'intéresser toujours au désastre sous l'angle du moment d'accélération, donc de s'intéresser à la gestion de crise. Et avec la notion de slow violence, on cherche plutôt à réintroduire les dimensions de structure qui expliquent les vulnérabilités. Et dans le cas de la Covid, donc de la situation de crise liée à la pandémie, mais aussi au changement climatique, on a aussi parlé de slow emergency, donc d'urgence lente, pour indiquer quelque chose d'un peu différent, mais qui est en relation à l'idée de violence lente. C'est-à-dire que sur un ensemble de phénomènes, alors ça devient urgence à un moment, qui est un moment justement de bascule, c'est-à-dire il y a une seuil qui dit ah ben là on est dans quelque chose de catastrophique. Mais les processus sont déjà en cours depuis un moment, mais il y a ce moment qui fait la bascule. Et c'est jamais un moment, comment dire, c'est toujours un moment lié à une interprétation collective de la gravité. Et donc, la question de parler de slow emergency, c'est aussi la manière de poser la question sur c'est où qu'on décide qu'on est dans une émergence. À quel moment on est dans une émergence? Quand justement les processus qui ont amené à la crise se déployaient depuis un moment. Et donc il y avait déjà des dégâts, il y avait déjà des dommages, il y avait déjà potentiellement des victimes, mais qui n'ont pas été vues comme victimes, n'ont pas été lues comme expression d'un moment d'urgence. Et donc la question de dire slow emergency, c'est aussi la question de dire attention. C'est qui a décidé que l'urgence, c'est ça, et le seuil de passage de la présumée normalité à l'urgence a été franchi. Et donc, dans ce contexte d'étude, l'usage de slow est plutôt un usage qu'on retrouve chez des académiciens, donc ce n'est pas un usage des mouvements, mais c'est toujours voilà, des chercheurs qui apportent un regard critique sur ce qui a été la tradition de lecture des sciences sociales des situations de désastre comme quelque chose qui arrive de l'extérieur, où il y a des phénomènes de longue durée, des formes de violence structurelle qui opèrent du côté de la création des vulnérabilités et bien évidemment des situations d'inégalité aussi qui rendent la voix de certaines victimes moins audible ou moins écoutée et qui donc contribuent aussi à que l'alerte ne se déclenche pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de voix ou il n'y a pas les conditions de la reconnaissance des victimes comme victimes. Et du coup, l'alerte ne se déclenche pas et elle se déclenche à d'autres moments. Voilà, des fois, sous l'idée que ça soit quelque chose de technique qui nous dit
quand on est ou on n'est pas dans l'urgence, que ce soit une espèce de bilan technique qui nous dit on a basculé dans l'urgence, quand en fait c'est toujours lié à des interprétations et à des coûts-bénéfices qu'on regarde. Donc, mais voilà, combien ça est montré, combien ça est caché, ça fait partie des scènes actuelles des désastres qui sont de plus en plus... voilà, on a du mal à comprendre si on est dans l'après-désastre ou dans l'avant-désastre de quelque chose. Donc c'est... Voilà. Le slow, c'est aussi ça. Oui, on va en reparler avec toi. Donc on a vu la dimension éminemment politique, sociale, environnementale de ce terme. Et je me tourne vers Olivier, qui se réclame quelque part du slow dans son action de plasticien et d'artiste. Comment tu fais à ta manière l'éloge de la lenteur finalement dans ton travail ? Moi, c'est plus une question d'attention, c'est-à-dire quand, je sais pas, pour prendre un exemple, par exemple, quand on prend le train et qu'on va très vite, on ne peut pas voir le paysage avec attention aussi bien quand on est à vélo ou à pied. Et du fait de cette perte d'attention un peu à l'environnement, moi, dans une partie de ma pratique artistique qui est tournée vers ces questions-là, de prendre soin en fait du monde qui crée nos conditions d'existence. Sans ce monde-là, on ne peut pas exister. Du coup, c'est plutôt une façon d'essayer de retrouver des temporalités. Alors, on voulait peut-être parler d'un projet comme ça qui s'appelle La Nourrice, qui est un jardin qui a été créé dans le Gers, qui est une commande publique, et qui a permis, en fait, sur une parcelle, de créer un jardin qui est à la fois pour les habitants, avec une sorte de maison où ils peuvent partager, par exemple, les fruits de ce jardin, qui s'entretiennent un petit peu avec une association et tout ça. Mais c'est aussi un lieu qui est fait pour les autres vivants, en fait, donc les oiseaux, tous les auxiliaires du sol, etc. Et moi, je pense que dans la lenteur, en fait, ce qui est important, c'est peut-être ça qui moi, ressort un peu dans mon travail, mais dans le travail d'autres plasticiens aussi, c'est cette intention, finalement, face à la dégradation, d'aggrader un peu. C'est-à-dire de venir apporter quelque chose. Comme dans d'autres cultures, peut-être on faisait des offrandes à l'environnement, des choses comme ça. Ici, ça serait de se dire, tiens, je commets une action qui est non pas tournée vers moi ou ma communauté, mais qui va pouvoir bénéficier au milieu. C'est-à-dire par exemple, je prends l'exemple d'un projet que j'aimerais faire un jour, ce serait de planter peut-être quelques chênes, pas à la façon de Joseph Beuys, mais juste pour imaginer que ces chênes, un jour, ils seront morts, ils seront creux, et ils donneront un habitat pour les oiseaux. Mais c'est dans 300 ans. Et c'est peut-être l'idée d'agir comme ça sur des temporalités, et sur des attentions comme ça, et des modes d'action qui sont pas destinés à nous-mêmes finalement, qui ne sont pas ethnocentrés, quoi. Tout à fait. Alors si je reviens, enfin, je vais faire un parallèle, Joël, si on lève un S à slow, ça devient low, et on peut dresser des parallèles entre les logiques et les dimensions du slow que vous avez bien décrites et finalement le low, et notamment le low-tech qui monte aussi en compétences, j'allais dire, dans nos sociétés. Et quel finalement trait d'union on peut dresser entre le slow et le low, quel parallèle on peut dresser entre ces deux notions qui deviennent finalement, qui se répondent l'une l'autre. Alors low-tech, ça s'oppose à high-tech, évidemment, comme vous savez. Je crois que l'attention est une bonne clé justement pour voir le lien entre toutes ces notions. C'est-à-dire que la low-tech est une technologie, ou une technique plus exactement, qui est empruntée à la manière qu'a la nature de faire, aux manières de la nature. Alors ça, c'est une expression, les manières de faire de la nature, c'est une expression d'un philosophe américain. Moi, je suis spécialiste de philosophie américaine, qui s'appelle Ralph Waldo Emerson, et qui fait l'apologie du cultivateur, du paysan, du American farmer. Là, on est en 1820-1840. Et parce que justement, il voit dans ce paysan américain quelqu'un qui à la fois transforme le paysage, mais emprunte à la nature ses manières de faire. Et cet emprunt des manières de faire de la nature le transforme en quelque sorte en jardinier. Ça n'est pas un extractiviste, ça n'est pas quelqu'un qui exploite la terre, ça n'est pas quelqu'un qui arrache à la terre ses fruits, ça n'est pas quelqu'un qui domine ou qui voudrait mettre au pas la nature. Ça n'est pas non plus, d'ailleurs il faudrait le préciser ici,
parce qu'on cite souvent Descartes qui se rend maître dont le rêve aurait été qu'on se rende comme maître et possesseur de la nature. Mais enfin, en fait, Descartes n'a pas vraiment dit ça. Il a dit comme maître et possesseur déjà, et le comme fait une grande différence. Et ensuite, voilà, bon, le projet de Descartes est un projet assez différent de ce qui est devenu notre époque techniciste et capitaliste et industrielle. Donc voilà, et ce qui me semble aussi être une caractéristique de notre époque et de, disons, des problématiques qu'elle recèle aujourd'hui, c'est sa volonté de faire sans la nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et qui explique le high-tech. Et par exemple, je dirais que le projet de substituer au sol une soupe de produits phytosanitaires qui naît en 1840 est à l'agriculture ce que le transhumanisme est aujourd'hui, si vous voulez, à la vision de l'homme. Donc on a vraiment des continuités comme ça. C'est-à-dire le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? C'est du high-tech qui voudrait débarrasser l'homme de sa nature limitée, si vous voulez, qui voudrait créer un homme qui ne va pas mourir, qui ne va pas être malade, dont les organes seront remplaçables, qui aura des facultés intellectuelles décuplées, voire multipliées par 100, etc. etc. Donc faire un homme augmenté aussi bien au plan moral que physique qu'intellectuel. Donc faire sans la nature, se débarrasser de la nature en fait. Et ça, je crois que c'est plus que dominer la nature qui caractérise notre période, c'est faire sans. Et ça suppose du high et ça suppose du vite. Voilà, ça suppose les deux à la fois. Ça suppose effectivement ce que j'ai dit au départ, mais par ailleurs de s'émanciper justement de ce qui fait, je dirais, la structure du comportement de base ou de la conduite plus exactement humaine, à savoir l'expérience en fait, à savoir le fait, comme le paysan d'Emerson, à savoir le fait d'ajuster ces pratiques à des rythmes qui ne dépendent pas de nous, à savoir identifier ces rythmes, à savoir identifier, objectiver les phénomènes naturels de telle manière que nous puissions, sans les détruire, en tirer parti pour notre propre subsistance. Et pour terminer là sur ce point, en fait, je dirais que le premier lot technicien, c'est Adam. Adam, dans le jardin d'Éden, il est mis par Dieu dans le jardin pour qu'il le cultive et en même temps pour qu'il le garde. C'est-à-dire pour qu'il en soit à la fois le jardinier et le cultivateur. C'est-à-dire qu'en le cultivant, il le transforme, c'est certain. Il en tire sa subsistance. Et d'ailleurs, c'est par cet intermédiaire-là, cette expérience finalement de la production de la subsistance, de la nourriture, qui n'est pas un aliment d'ailleurs, c'est une nourriture. C'est par cet intermédiaire-là qu'il développe sa stature humaine, qu'il s'humanise en fait. Et puis en même temps, il le garde. Il le garde, c'est-à-dire que en fait, les gestes qu'il adopte sont tellement intégrés dans les manières d'être du jardin et les conditions de son renouvellement que, loin de le perturber, il le préserve. Donc la culture de soi est une culture de la terre, si vous voulez. Alors, je dirais que c'est un peu là que se jouent les relations entre l'attention, le low-tech, d'ailleurs qui s'est développé dans le domaine de l'agriculture. Vous avez par exemple des systèmes d'irrigation en low-tech qui sont très très intéressants. Bon voilà, on pourra en reparler, mais et puis des tas de systèmes de surveillance des cultures, ça s'est développé dans ce domaine-là. Il y a donc, on le voit, une sorte de propension réparatrice, à la fois dans le low et dans le slow. Et j'ai envie de demander à Laura, finalement, quelle dimension, comment réparer le désastre constaté dont tu nous as parlé, et comment se mobiliser face à ceux qui s'annoncent peut-être à travers cette notion de lenteur et de slow. Alors oui, je disais que dans mes recherches, j'ai étudié... j'ai fait de la recherche sur des situations de désastre. Et donc, je suis allée voir qu'est-ce que ça veut dire l'après-désastre. Donc, en particulier, je me suis occupée du désastre de Seveso, qui est un désastre qui a eu lieu en Italie dans les années 70. Mais je suis allée à Seveso 30 ans après le désastre, parce que je voulais voir, en fait, ma question était, qu'est-ce qui arrive après un désastre? Comment est-ce qu'on répare? Notamment un désastre écologique, parce que le désastre de Seveso a été une contamination d'eau dioxine
qui a contaminé un vaste territoire au nord de la ville de Milan. Et donc, ça a été en discutant avec les gens qui étaient sur place et qui étaient engagés pour l'environnement que voilà, j'ai vu dans la pratique une forme d'activisme qui se mettait dans des temps longs, donc dans une temporalité longue, celle de la récréation de relations entre les gens et entre les gens et leur milieu. Et donc j'ai vu une forme d'activisme qui était un activisme qui devenait presque mimétique à l'habiter. En fait, on habitait un lieu et on tissait des relations et on faisait des choses. Par exemple, on s'occupait d'un espace de nature, mais on le faisait en y mettant une réflexivité accrue sur le fait que cette manière de faire attention, cette manière d'être en relation, d'une certaine façon, répondait à la violence du désastre, était une forme de réponse à la violence que ce lieu avait subie. Et c'était intéressant parce que, vous savez, voilà, le désastre de Seveso est lié à l'explosion d'un réacteur d'une petite usine chimique, mais cette usine était de propriété d'une grande multinationale qui est Hoffmann-La Roche, qui est toujours très présente dans nos vies. Et Roche n'a jamais reconnu ses responsabilités dans le désastre. En fait, c'est des responsabilités qui ont été prouvées par une commission d'enquête, c'est-à-dire qu'il n'avait pas investi dans la mise en sécurité de l'usine. Donc il y a une responsabilité objective et Roche n'a jamais reconnu cette responsabilité. Et les gens de Seveso n'ont pas réussi non plus à, d'une certaine façon, obliger Roche à reconnaître cette responsabilité. C'est une longue histoire très compliquée, comme toujours quand il y a des accidents comme ça. Mais malgré voilà, cet échec de réparer injustice, parce que quand on parle de réparation, on a beaucoup tendance effectivement à penser à l'identification du coupable, du responsable, et donc à une démarche qui implique la justice. Cette démarche-là n'a pas eu lieu à Seveso. C'est-à-dire qu'il y a eu des formes de compensation extrajudiciaire, donc on a payé des sommes en gros pour éviter l'action judiciaire, mais il y a eu effectivement d'autres tentatives de réparation qui passaient plutôt par l'idée de reconstruire un tissu social et écologique capable de répondre à ce qui était arrivé, à la violence qui était arrivée par une nouvelle forme de réhabiter. Et c'est par là que Après, j'ai décidé En fait, j'ai compris qu'il y avait une forme d'engagement pour l'environnement qui était cette forme-là, c'est-à-dire une forme qui passait par l'attention, par l'inscription dans la lenteur, donc qui n'était pas la contestation visible. C'était quelque chose de plus souterrain. Et donc, on retrouve cette idée de slow, qui veut dire aussi souterrain. Donc on l'a vu, la slow violence, c'est la violence souterraine. Et ben, du coup, là, il y avait quelque chose qui était un construire souterrain. C'était une manière de retisser des choses qui passaient assez inaperçues. Et c'est par là que j'ai commencé à m'intéresser au mouvement de la permaculture. Et c'est là d'ailleurs qu'a eu lieu la rencontre avec Olivier. Parce qu'avec Olivier, on s'est rencontrés au moment où Olivier présentait le projet de la nourrice à Aubiette. Et il s'inspirait de la vision de la permaculture, qui est effectivement une vision de la réparation des écosystèmes. Donc, c'est l'idée de recréer dans des déserts et dans des lieux abîmés et appauvris, d'y recréer de l'abondance. Et voilà, comme le montre aussi le projet d'Olivier, ça prend du temps. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui arrive d'un jour à l'autre. Ça implique un engagement sur la durée et ça implique un engagement de résidence, de rester sur place, d'être sur place, ou de créer la manière de pouvoir être présente sur place, parce que voilà, c'est une forme de... Le slow, c'est aussi cette manière de faire les choses qui doit respecter des rythmes, qui doit être dans une attention aux singularités, et qui par là va redonner effectivement à des systèmes vitaux la possibilité de retrouver une forme d'autonomie aussi. Oui, alors justement, Olivier, on l'a vu et tu l'as dit,
tu inscris ton travail dans le temps long et dans une réflexion qui dépasse ta propre temporalité, tu l'as dit, tu te projettes peut-être à 300 ans avec les arbres. Et quel rapport dans ton travail tu fais justement entre la lenteur, le slow et le low, puisqu'il y a aussi l'expérience au présage que tu mènes, si tu peux nous dire 2 mots là-dessus, qui vraiment dresse des traits d'union très concrets entre le slow et le low. Alors, le Présage, c'est un restaurant qui est à Marseille, qui a la particularité d'être un restaurant solaire. Donc, on a développé toute une équipe. Moi, je suis un des associés, je ne suis pas le fondateur. On a développé un outil de cuisson qui est une grande parabole en miroir, on va dire, qui fait 8 mètres carrés et qui concentre tous ses rayons sous un miroir secondaire qui est à l'entrée du bâtiment et qui permet en fait de faire chauffer une plaque de cuisson un peu comme les plaques en fonte qu'on avait dans les cuisinières à bois de nos maisons, chez nos grands-parents. Et donc on a un outil de cuisson vraiment semi-professionnel et avec ça on fait la cuisine. Et dans cette temporalité, effectivement, on utilise le soleil. Et donc on assume, en fait, pour le moment, et je crois que ça nous fait plaisir, en fait, surtout, parce qu'il y a des gens qui voient ça comme un problème, de ne pas ouvrir les jours où il ne fait pas beau, en fait. De ne pas ouvrir les jours où il n'y a pas de soleil. Alors que pourtant, on a d'autres solutions par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a un biogaz aussi, c'est-à-dire qu'on utilise les déchets du restaurant, au lieu de faire du compost, on fait du méthane. Et donc, on l'a éprouvé, c'est très efficient avec les déchets d'épluchure de 25 couverts, par exemple, les épluchures de légumes. Vous pouvez faire à peu près 45 minutes de cuisson. Donc, ce qui est énorme en soi. Et par rapport à ça, le restaurant solaire, c'est pareil, c'est une longue aventure comme ça dont la nécessité... on a dû finalement reprouver encore des procédés qui existent depuis maintenant bien longtemps. Tout le monde connaît le four d'Odeo, les concentrateurs solaires et tout ça, mais en même temps, en fait, la difficulté peut-être des fois pour des projets comme ça, c'est d'arriver à les faire émerger dans cette réalité qui nécessairement se veut rapide. C'est-à-dire que l'ensemble des partenaires qu'on a pour développer ce projet aimeraient déjà que le projet soit beaucoup plus loin. Et en fait, c'est comme un jardin, en fait, on ne peut pas accélérer certaines choses, la pousse des arbres ou de la végétation. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à ta question, mais... Oui, pardon, avec le micro, ça sera mieux. Et sur tes autres travaux, comment tu travailles sur cette relation à la technique, puisque tu es sur une approche quasi jardinière Oui, à certains endroits. Par exemple, là, je travaille sur un projet qui serait d'imaginer une architecture qui serait autogénérative, si on parle peut-être d'un projet, j'essaie de résumer ça vite fait, et symbiotique, c'est-à-dire d'imaginer une forme de construction qui, au-delà de servir d'abri, par exemple, intégrerait la nécessité d'être en symbiose avec l'environnement, c'est-à-dire de participer au cycle naturel elle aussi. Et donc, il y a un premier prototype qui a été fait, qui est une architecture finalement en bambou, dont un tiers de la surface fait pousser du bambou. Et donc, tous les 3 ans, finalement, on peut tailler du bambou et continuer à construire le bâtiment. Donc, elle est autogénérative parce qu'elle produit son propre matériau qui permet de la développer. Et elle est symbiotique parce que finalement, elle stocke du carbone, elle produit aussi de l'oxygène et elle produit de la fraîcheur. Donc moi, je suis plus aujourd'hui sur de l'imagination de formes comme ça, qui me plaisent parce qu'en fait, elles sont porteuses de sens. C'est-à-dire que, comme plein de gens un peu d'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin aussi, dans cette lenteur, de retrouver un sens, en fait, parce qu'il y a plein de nos actions qui sont complètement aberrantes. C'est-à-dire que moi, je sais pas, pour avoir du plaisir, de faire un voyage ou je ne sais quoi, enfin de consommer un week-end, des fois ça me pose problème de dire en fait je fais ça au détriment peut-être de l'environnement, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui d'être en accord par rapport à des convictions aussi, de trouver un point d'équilibre. Eh bien merci. J'ai l'impression que tout en prenant notre temps, nous avons respecté le temps qui nous était imparti, à la minute près. Et donc, nous pouvons prendre le temps ensemble de partager ensemble et de vous laisser poser des questions à nos invités. Et donc, je demande qui a une question, qui se sent de poser cette première question qui est toujours importante, monsieur, là, et qui généralement en lance bien d'autres.
Présentez-vous avant de... Moi, je suis à la retraite depuis longtemps. Hein, je suis un vieux, comme dit. Donc, vous prenez le temps. Je suis pour parler moderne, je vais dire je suis en start-stop, c'est-à-dire il y a les start-up, moi je suis en start-stop. J'ai arrêté tout parce qu'à 52 ans, j'ai tout arrêté. Parce que entre les catholiques qui voulaient me mettre au placard, les évangélistes qui voulaient me sauver, quoi, entre la CGT qui pouvait passer sa vie à faire des grèves, et certaines femmes qui voulaient me castrer, j'ai tout arrêté. Voilà, c'est pas aujourd'hui, putain, on vit une époque. Alors bon, moi je vais vous poser une question. Alors là, la question c'est... moi j'ai connu les slows dans les boîtes, vous voyez. Bon, il fallait se dépêcher pour aller vite inviter la femme. Hein, mais c'est pas en faisant les slows que j'ai appris le rock'n'roll. Hein. Bon, c'est en me dépêchant. Alors là, est-ce que vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, en faisant du slow partout, comme ça imposait déjà du slow aux jeunes alors qu'ils n'ont rien, les jeunes ils vont plus manger de viande, ils vont plus pouvoir voyager, ils vont plus connaître le grand frisson, quoi. Ils connaissent la maladie du singe. Bon, alors est-ce que vous pensez pas qu'il va avoir la technique va régresser, parce que vous pensez que Pasteur, lui, il faisait 35 heures par semaine, vous croyez que Galilée faisait 35 heures par semaine, hein, vous croyez que les gens, aujourd'hui, ils vont ajouter 1 an de plus d'internat des docteurs, vous savez, pour être docteur, moi je sais que je faisais 40 heures par semaine, j'étais en seconde T, j'ai explosé, moi. Pour être aujourd'hui un bon intellectuel, il ne faut pas s'endormir. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui les jeunes, ils ont tous des portables? Là, on en a entendu un là, qui nous a un peu énervés. Hein. Bon, ils n'arrêtent même pas le portable. Alors vous pensez que les jeunes, ils vont se passer de la technique et des écrans, des trucs comme ça? Là, ça va régresser, je pense. Hein. Après, moi, je ne suis pas contre une petite... parce que là, on est 8 milliards. Vous parlez jamais de la surpopulation, parce qu'un slow vaudrait dans certains domaines, mais pas dans tous les domaines, si vous voulez imposer le slow partout et pas revenir à l'agriculture, parce que là c'est les Pol Pot, on a connu ça avec les Khmers rouges. Hein. Si vous êtes des Khmers, on parle des Khmers verts, mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que la technique va régresser? Voilà. Alors en l'occurrence, je ne veux pas cafeter, mais le portable était attribué à une personne qui a dû connaître les slows aussi. En boîte aussi. Et je capterai pas. On va prendre une série de questions avant de... Sylvette, une question là, et allez-y. Est-ce que ma question c'était donc je m'appelle Clara, je suis étudiante en philosophie et anthropologie. Est-ce qu'on doit, dans un contexte d'urgence, essayer d'appliquer le slow aussi aux politiques et faire du slow politique, notamment dans la délibération, pour que ça aille peut-être plus vite dans les mesures? Ou est-ce que c'est trop tard, enfin, c'est trop délicat? Merci. Il y a une question devant. Sylvain Deneuve, je suis sociologue. Je vous remercie pour vos propos qui étaient parfaitement clairs et intéressants, bien établis. Et je voudrais revenir sur la question morale à l'intérieur de la notion de slow, parce que, notamment en français, on ne pourrait pas dire lent, parce que lent, c'est négatif. Et on dit slow et on fait porter un peu tout ce que vous avez raconté sur la notion, et on le crée comme nouveau mot, comme nouveau concept. Et ce n'est pas la peine d'essayer de le traduire, parce que dès qu'on essaie de le traduire, ça part complètement hors sujet. Donc je vous remercie pour toutes les précisions que vous avez apportées, et je voudrais vous poser une question sur la transition écologique, sur la notion de transition. Justement, qui est aussi une notion temporelle et qui va nous faire passer d'une période où tout va mal, enfin je schématise là, à une période où les choses iraient peut-être mieux. Et dans cette notion de transition écologique, est-ce qu'on a le temps de faire du slow? Est-ce que pour 2030, on a le temps de faire du slow? Enfin bon, c'est un peu schématique, mais c'est ça le sens de ma question. Monsieur, au fond, et puis on commencera à donner des éléments de réponse.
Bonsoir et merci. Moi, je suis ingénieur matériaux et ma question c'était comment est-ce que vous articulez ces notions de slow, de low-tech avec des concepts comme la décroissance, par exemple? Est-ce que c'est des choses qui vont bien s'imbriquer? Est-ce que vous allez avoir des problèmes à faire coexister ça? Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Voilà. Merci. Merci. Alors, on va laisser répondre nos intervenants ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont saisi. Joël, peut-être en premier? Oui, je voudrais rebondir sur la notion d'urgence. Ça s'est revenu dans deux interventions. Je dirais que l'urgence, c'est un concept qui va bien dans le cadre de ce que j'ai énoncé au départ, à savoir que dès que vous dites urgence, vous dites dépossession. Dès que vous dites urgence, alors ça c'est une vieille histoire en philosophie politique, hein, il y a toujours eu, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Et ceux qui font, c'est les leaders, c'est les chefs, c'est les princes, c'est-à-dire ceux qui justement font face à l'urgence. C'est ça qu'on dit. On dit qu'en fait, l'action n'attend pas et qu'il faut se dépêcher et qu'il faut, pour se dépêcher, faire fi de l'opinion, faire fi de la discussion, faire fi de la délibération, faire fi de la citoyenneté, en gros. Donc, dès qu'on parle d'urgence, on sort de la démocratie. Ça, il faut vraiment le réaliser parce que, en réalité, c'est totalement incompatible. En plus, disons que la notion d'urgence accompagne toujours un discours autoritaire, voire autoritariste, c'est-à-dire une mise entre parenthèses de la multiplicité des points de vue et de la pluralité des positions dans le monde, qui pourtant, et c'est ça qui est important avec, on appelle ça slow ou lent, ou en tout cas une autre temporalité, qui pourtant n'est assignable qu'à partir de la prise en compte justement de ce qui fait la diversité des positions. Par exemple, j'ai travaillé sur les feux de forêt et la transition du feu de forêt normal au méga-feu. Eh bien, pour découvrir, objectiver, identifier que les feux aujourd'hui ne sont pas les feux d'hier, il faut consulter plein de gens différents. Et ce n'est pas en consultant celui qui sait, celui qui agit, c'est-à-dire l'expert, hein, ça c'est vraiment une figure qui s'est imposée au XXe siècle, c'est pas en le consultant lui qu'on va même réussir à savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que pour voir ce qui se passe sous la surface, il faut multiplier les points de vue. Alors on peut multiplier les points de vue humains, voire non humains à la limite, hein, ça, il n'y a pas de limite à ça. Mais en tout cas, disons que l'action, l'urgence de l'action, si vous voulez, l'urgence, suppose qu'on mette entre parenthèses non seulement, comme je disais, la position multiple des citoyens, mais également la multiplicité des êtres. C'est-à-dire que l'urgence pointe toujours dans la direction d'un discours moniste, autoritaire et finalement limite fasciste. Enfin, tu vois, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention quand on dit on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais qu'est-ce que vous voulez? Le chef charismatique, le dieu tombé du ciel, celui qui fait tout? Il n'y a pas. La solution, elle ne sera jamais là. On a le temps. Il faut prendre. En plus, les questions écologiques ne vont pas se régler dans la minute. Donc, des actions très rapides, on sait où ça va dans le mur. Donc, ce qu'il faut, c'est justement examiner correctement les événements et les situations pour en prendre la mesure. Et tout ça, je veux dire, à l'échelle, évidemment, d'un seul individu ou d'un petit animal, c'est trop long peut-être, mais en tout cas, à l'échelle de quelques générations, je dirais même une trentaine d'années, puisque finalement, c'est quand même un laps de temps qui nous reste raisonnablement. Ça va, on a le temps de faire des choses. Mais ce n'est pas la minute, la seconde, demain, après-demain, si vous voulez. Je pense qu'il faut poser des choses aujourd'hui qui vont donner, comme les arbres, qui vont donner demain. C'est ça. Peut-être je peux apporter un point de vue qui vient des mouvements que j'ai étudiés, comme les mouvements slow food. Ce qui est intéressant, c'est que on imagine des gens qui sont là en train de boire du bon vin et de manger calmement et de mâcher calmement, ce qui est en partie vrai dans certains groupes locaux, mais quand on les observe dans leur quartier général et dans leur façon de travailler au quotidien, ils sont dans une accélération, et ils ne sont pas les seuls, qui est constante, parce que un mouvement de ce type-là, qui n'est pas lié à une seule bataille, mais qui
à la fois pour exister et pour que ces batailles arrivent à des résultats, est obligé de se déplacer en permanence sur des actions, sur des projets qui mobilisent du monde. Alors c'est une des contradictions de ce type de mouvement qui fonctionne avec beaucoup de salariés, mais aussi avec énormément de bénévoles. Et donc, il y a des responsables locaux, des leaders, disons, locaux qui sont bénévoles et qui se retrouvent dans cette double injonction de promouvoir le plaisir, la lenteur, le plaisir aussi d'une action politique. Hein. C'est vraiment l'idée qu'en agissant, en défendant certaines choses, on fait de la politique et on a le plaisir, ce qu'ils appellent les conséquences du plaisir, c'est voilà, être actif dans la politique. Et en même temps, c'est difficile à tenir. Et donc, ils sont tiraillés entre ces deux temporalités qui sont celles de l'action rapide, qui n'est pas forcément l'action des politiciens, mais c'est une action pour exister dans les arènes politiques, pour avoir un pouvoir un petit peu de frappe, pour être écouté. Il faut en permanence se déplacer, agir, avoir des projets qui sont efficaces. Et c'est une contradiction par rapport à cette lenteur qui est en même temps promue et envisagée comme une solution possible, une voie possible. Oui. Alors, d'où prendre tout ça? Alors moi, je crois que Joël a pointé une chose très importante en disant, est-ce qu'on se pense dans un système vivant dont nous sommes partis en tant qu'être humain, ou est-ce qu'on s'imagine totalement détaché? Quand tu as parlé de l'high-tech comme une espèce de fuite. Donc, et moi, je trouve que ça, c'est une véritable question. C'est-à-dire que si nous sommes, en tant qu'être humain, partis d'un système vivant, alors il faut vraiment prendre au sérieux la différence entre le temps biologique et le temps historique, donc notre temps. C'est-à-dire que il faut prendre ça au sérieux. Et donc, je viens à la question de la décroissance, c'est-à-dire que si on a un regard systémique, aujourd'hui, on est bien conscient qu'on a pris le chemin d'un système qui a besoin toujours d'avoir plus d'énergie, donc qui est non seulement énergivore, mais qui a besoin à chaque fois de plus d'énergie. Donc, on s'est construit sur un métabolisme qui a une demande constante d'ajout d'énergie. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, nous savons que ça, c'est pas tenable pour les temps biologiques. Après, c'est un choix, bien évidemment. C'est un choix que nous devons faire. Mais c'est pour dire, c'est clair que la discussion sur l'Oslo, sur l'eau aussi, a à voir à une manière de penser le développement, justement, qui est dans la négation des temps biologiques et des temps géologiques. C'est-à-dire, c'est dans une espèce d'enfermement, dans un temps qui n'est pas le temps de la coévolution. Mais voilà, il faut décider, soit on se pense en coévolution, soit on se pense hors d'évolution, alors on peut accélérer. Mais voilà, il y a des... Ça, je trouve que c'est vraiment une question qui est à la racine d'un nombre d'autres débats. C'est-à-dire que si nous pensons et nous assumons en coévolution, alors la question des technologies et de comment on développe les technologies, elle va prendre une autre tournure. C'est-à-dire que on a tendance à dire que le nouveau, le beau, c'est tout ce qui nous arrache de cette coévolution. Mais pourquoi pas voir le beau, le nouveau, l'avancement dans ce qui nous permet de manière encore plus intelligente d'être dans une coévolution mutuellement bénéfique. En fait, c'est pas du tout un geste anti-scientifique ou c'est-à-dire, justement, c'est un des problèmes que j'ai eu quand j'ai fait ma recherche sur le mouvement de la permaculture, parce que nombre de mes collègues me disaient, mais qu'est-ce que tu vas voir? C'est des gens totalement à l'ouest, voilà. J'ai trouvé une passion pour la science incroyable parmi ces activistes de la permaculture, au sens d'une passion pour la méthode scientifique, qui est une méthode d'essayer, de prouver, d'enquêter, de faire attention.
Et j'ai trouvé une vraie passion pour la technique, mais au sens aussi d'une ingénierie qui est une ingénierie de l'alliance, de l'alliance avec tout ce... Voilà, c'est vraiment... Ça part d'une idée de coévolution. Et si on part dans une idée de coévolution, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer seul. Et si nous, on avance, tout le reste doit avancer, y compris au sens social, parce que moi, je suis choquée qu'à chaque fois, on juge des bénéfices des technologies à partir de notre petit monde de gens qui ont plein de possibilités de s'acheter tout, quand en fait, tous ces équipements utilisent des matériaux qu'on va extraire d'autres pays où il n'y a pas du tout la même possibilité d'accès à des supports, à des infrastructures, à des technologies. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on fait des sauts comme ça, des accélérations, il faut dire mais c'est qui bénéficie c'est qui prend les bénéfices de ça et c'est qui est en train de payer les coûts. Donc moi j'ai l'impression que dans cette accélération merveilleuse, c'est de moins en moins qui prennent les bénéfices et de plus en plus qui payent les coûts. Et donc voilà. Après, est-ce qu'on l'appelle tout ça décroissance? Sûrement, ça doit être le passage à une bioéconomie, c'est-à-dire une vision de l'économie sensible aux temporalités biologiques et pas une économie enfermée dans une vision mécaniste qui est absolument, je veux dire, voilà, qui a été réfutée. Après, pourquoi on n'a pas réussi à imposer ce passage de paradigme à des visions, voilà, des visions systémiques et à des visions thermodynamiques du non-équilibre? Pourquoi on n'a pas réussi à faire comprendre aux gens que la physique n'est pas que le quantique et que la mécanique, mais c'est la thermodynamique qui nous dit quelque chose de très clair. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes un système fermé qui a une durée limitée, donc il faut savoir comment on veut jouer sur ce temps limité. Très bien. Une réaction peut-être, Olivier En fait, tu parlais un peu de coexistence aussi, et qui est un terme qui est vachement important, en fait, où on a un peu l'habitude de faire tabula rasa partout où on s'installe, et justement de ne pas entretenir de lien avec le milieu dans lequel on se trouve. Et de ces coexistences, il y a, en termes, par rapport à la question de décroissance, moi je crois qu'il y a encore justement énormément à inventer. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à un moment où il faudrait se dire on va devoir... comment dire, forcément utiliser moins de technologie ou moins d'énergie ou des choses comme ça. Je pense que c'est dans les façons de les consommer, dans le mix qu'on peut faire aussi avec ces énergies, dans la façon qu'on a de les utiliser. Et enfin, moi je suis vraiment convaincu qu'il y a énormément de choses à inventer là-dessus. Enfin, le four solaire par exemple, pour le restaurant solaire, on ne l'a pas inventé, mais c'est un super outil. On est tellement heureux de faire la cuisine avec ça. Il y a une forme de beauté aussi dans ces inventions, c'est-à-dire de faire alliance avec les forces naturelles qui sont présentes pour trouver des moyens en effet de coexister avec elles. Enfin, je pense vraiment que c'est un terreau très fertile et qu'on est tout juste au début de nouvelles formes de compréhension aussi. Je pense que dans le slow, il y a peut-être la question de l'oublier aussi, d'oublier toutes les mythologies contemporaines dans lesquelles on est, de les choses fonctionnent comme ça en fait, alors qu'en fait on peut être sous d'autres modes d'existence et de production, quoi. Une question ici, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous parler du temps de la création, des valeurs aussi dans lesquelles on veut vivre et le temps qui est nécessaire pour trouver les valeurs dans lesquelles on veut vivre et comment on peut les mener à grande échelle? Parce qu'on sait, en tout cas en France, on devrait le savoir, que toutes les révolutions agressives reviennent en boomerang, ça ne marche pas. Et que, à mon sens, en tout cas, quand on veut aller vers autre chose, eh ben, il faut du temps. Est-ce que vous pourriez nous parler de tout ça? Une autre question ici. On prend encore une série de questions avant de faire répondre nos intervenants. Oui, moi, il me semble que le slow, le low et tout ça sont quand même très, très liés au déplacement et en particulier au local. C'est-à-dire que, en fait, quand on produit localement les choses qu'on mange, c'est beaucoup plus facile de respecter, par exemple, mais pour tout,
c'est-à-dire créer sur un territoire, le territoire sur lequel on vit, tout ce dont on a besoin. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'être dans ce genre de dimension temporelle. Et du coup, voilà, mettre en perspective la globalisation et le capitalisme, évidemment. Une question, un monsieur, je crois, je ne vois pas. Oui, un monsieur. Au fond, là, voilà. Bonjour, oui, merci pour tous vos exposés. Moi, je suis agriculteur dans les Pyrénées et je vais un peu jouer la provoque, même si je participe à ces idées. Le slow food, qui sont les producteurs derrière le mouvement slow food? Qui sont les consommateurs? Est-ce que ça se généralise et est-ce que c'est vraiment généralisable? Je prends l'exemple des producteurs. C'est très compliqué de changer de modèle, d'avoir des modèles de temps long, de planter des arbres qui vont produire dans longtemps. Donc derrière toutes ces belles idées, il y a souvent une contrainte économique. Donc bon, ça c'est un vaste sujet. Ma question c'est, qui sont aujourd'hui les personnes qui sont derrière ça, producteurs et consommateurs? Est-ce que ça se développe? Merci. On va laisser répondre nos intervenants. Et je rajouterai une petite question dans votre question. En gros, moi j'avais envie de demander qui se réclame du slow aujourd'hui? Un sociologue, anthropologue, qui sont les gens qui s'en réclament et qui le vivent et qui s'en emparent? Autrement dit, est-ce que là aussi le slow n'est pas une manière comment dire, de séparer certaines populations d'autres? Oui, bien sûr, Joël, tu peux répondre aussi. Alors, on va changer. Laura, si tu veux bien commencer, comme ça on va changer l'ordre préétabli. Celui-là, oui, voilà. Oui, alors moi je reprends un peu sur la question des temporalités, des valeurs aussi, des manières de vivre, et ça me permet de répondre à une question à laquelle je n'avais pas répondu sur la transition, c'est-à-dire que je trouve que déjà le fait d'avoir accepté ce cadrage de transition me pose problème, c'est-à-dire que la transition est vraiment un cadrage qu'on donne en sociologie aux transformations technologiques, au grand passage d'une technologie à l'autre. On parle de modèle de la transition. Et aujourd'hui, on a appliqué ce modèle-là à la société, comme s'il fallait changer la technologie de fonctionnement de la société. En fait, les sociologues ont un autre terme qui est celui de transformation, qui est beaucoup plus adapté à décrire une transformation qui implique bien évidemment les technologies, mais aussi les manières de donner de la valeur, les pratiques de valorisation, tout le monde qui va avec les usages, et donc qui ouvre sur quelque chose qui a une transformation, mais la transition, c'est-à-dire on ne sait pas où on va. Tandis que là, avec transition, il semble qu'il faut passer d'un modèle, la société A à la société B. En fait, je trouve que c'est un modèle extrêmement dirigé par une vision où la question écologique est éminemment une question d'avoir une énergie propre et pas une énergie sale. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas que ça, en fait. Et c'est là que la transformation aussi va avec des temporalités moins définissables que celles de la transition. On peut faire un plan de transition. C'est plus difficile de définir les temps d'une transformation, parce que la transformation, ça nous parle de quelque chose de plus organique, de quelque chose qui n'est pas totalement maîtrisé, mais qu'on peut accompagner, qu'on peut... Voilà. Et donc déjà, ce fait on est en fait dans une reconversion, dans une transformation, on est dans des processus de ce type-là. La transition, je crois, impose cette idée d'urgence, qu'il faut aller vite parce qu'on a décidé qu'il faut, il faut résoudre le problème en 2033. Et je trouve aussi qu'après, ça implique de ne pas se donner le temps de comprendre la complexité du problème, et au final, on fait des solutions qui vont créer de nouveaux problèmes.
Et l'autre chose, sur la question sur laquelle je réponds, mais vraiment très vite, et après je laisse sur ça la parole à Valéria. Bien évidemment, il y a la question justement par exemple sur l'agriculture, il y a une véritable question de réinvestissement, c'est-à-dire d'utilisation de soutien à l'agriculture, mais pour aller vers une agriculture d'un certain type. Et c'est vrai que là, il y a des blocages incroyables parce que ça fait depuis les années 50 qu'en gros, on a créé une agriculture où on payait les agriculteurs pour ne pas cultiver, donc on a créé un système de rente autour de l'agriculture. Et aujourd'hui, dire aux gens, ah ben non, désolé, on s'est trompé, on a fait vraiment n'importe quoi pendant 50 ans, et ben aujourd'hui il faut passer à autre chose. On trouve des résistances impressionnantes qui font que l'alternative qui cherche à faire émerger une vision de l'agriculture à nouveau comme partie du paysage, comme partie de l'aménagement du territoire, donc comme quelque chose sur lequel, voilà, on peut pas le traiter comme comment dire, un secteur industriel. En fait, l'agriculture n'est pas un secteur industriel. Mais bon, se heurte contre les résistances de toutes les positions de privilèges qui ont été construites en 50 ans de politique, en fait, de PAC, la politique agricole commune. Et donc, voilà, ça serait bien d'écouter quand même des mea culpa aussi de la part voilà, de cette gestion qui a été vraiment voilà, suicidaire de l'agriculture. Cela pour dire que, bien évidemment, si on n'intervient pas sur ces leviers-là, chaque agriculteur qui se lance sur un modèle différent de production devient un héros, devient quelqu'un qui doit faire des efforts monumentaux. Donc, et du coup, c'est pas ça qu'on veut en fait, parce qu'on veut pas des héros, on veut pas des gens qui font des choses exceptionnelles pour des gens qui peuvent juger de choses exceptionnelles. Ça, c'est vraiment, on est obligé au final à faire ça parce que sinon on vit pas. Mais on veut pas ça. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose qui soit un changement du système dans la gestion de l'agriculture, mais du sens même qu'on donne à l'agriculture. Alors, je reprends à la fois la question sur mais la dame est peut-être partie, sous le local et cette question aussi sous les producteurs. Alors, local est un autre mot qui est beaucoup utilisé avec Jean-Noël. Nous avons travaillé autour de cette notion à partir de la région de Marseille et de la métropole dans des projets d'agriculture et liés à la production de nourriture. Parmi ces projets, ceux des systèmes des paniers de légumes. J'évoque ce cas parce qu'il est intéressant par rapport à la notion de local, qui est aussi une notion assez polyvalente et qui peut être utilisée de manière différente et qui ne définit pas dans les pratiques des gens un espace circonscrit. Bien sûr, pour des producteurs qui approvisionneraient des espaces urbains, local, ça veut bien dire quelque chose. C'est quand même aussi des distances à parcourir. Mais si on le regarde de la part de consommateurs, local, ça ne veut pas forcément dire on se limite, on mange qu'est-ce qu'on produit ici, on ne boirait plus de café, du thé, on éliminerait beaucoup de choses si on faisait ça. Et surtout ceux qui produisent d'autres choses qui viennent de loin, ça ne serait pas évident non plus d'un point de vue économique de faire qu'avec des produits qui sont désormais installés aussi sur des modes d'exportation. Et donc souvent on observe dans les cas que nous avons étudiés, cette notion de local n'est pas forcément le local d'ici, mais ça peut être les locales d'ailleurs, c'est-à-dire d'autres lieux dans lesquels les choses sont faites selon des critères d'attention à la fois à la production, à la terre, aux producteurs, etc. Donc local n'est pas forcément une distance géographique, un lieu fermé sur lui-même, mais c'est une attention aussi, c'est un lien avec d'autres lieux dans lesquels on peut faire des choses à petite échelle et avec une attention multiple.
Pour ce qui est de la question qui se réclament du slow, bon, après, il faut distinguer, à mon avis, entre ce qui est visible, les associations, les mouvements, les manifestes, tout ce qui est, voilà, ce qui a aussi des finalités de communication. Hein. Et ensuite, je prends les cas des producteurs, les producteurs qui s'en saisissent à la fois dans leur pratique quotidienne, mais aussi d'un point de vue politique. Je pense en particulier à des producteurs en Sardaigne, sous lesquels aussi j'ai enquêté et travaillé, qui utilisent de façon très pragmatique différentes choses qui viennent d'ailleurs. C'est à la fois les mouvements slow food, mais c'est aussi des mouvements de bergers en Sardaigne et d'autres choses, pour faire valoir leurs droits, par exemple, en termes de prix du lait, des conditions de travail. Donc ce sont des gens qui ont fait un travail d'attention vis-à-vis des animaux, qui ne sont pas sur une démarche hyper productiviste et qui en même temps voudraient bien que tout ça produise des résultats en termes de reconnaissance sociale et économique. Donc, si on regarde les choses d'un point de vue des producteurs, il y a cette capacité, je pense, aussi de jouer sur plusieurs plans et de le faire de façon à la fois voilà, sociale, micro-sociale et politique à d'autres échelles. Joël. Donc Joël va réagir à la grappiller quelques éléments et on sera obligé de conclure, si vous le permettez. Allez-y, je voulais juste dire un mot en combinant deux questions. Il y en avait une sur le changement de mentalité et puis l'autre sur le local. Et ce que je pourrais dire, c'est que bon, c'est bien, il y a eu beaucoup de films comme Matrix ou beaucoup de livres pour dire que c'est très difficile de faire changer les idées aux gens, quoi. Enfin, qu'on est quand même dans un certain moule et que les mentalités évoluent assez lentement. Elles sont très slow, c'est un peu dommage des fois. Mais cela dit, que dans mon expérience, la seule manière, disons, de constater des vrais changements, et je l'ai testé sur moi-même, au niveau justement de mes habitudes de pensée, c'est de faire quelque chose et d'en tirer les conclusions. C'est-à-dire, par exemple, si vous participez au démaquisage d'une maison, au débroussaillage d'un chemin, à une popote populaire, si vous accueillez quelqu'un chez vous, etc., vous vivez un truc qui peut vraiment vous faire changer d'idée. Et je pense que c'est justement ce passage par l'expérience personnelle qui amène à changer un peu nos logiciels, nos manières de penser habituelles. Et du coup, comme l'expérience elle est toujours locale, ça veut dire que la citoyenneté elle doit s'exercer de cette façon. C'est-à-dire que la vraie citoyenneté démocratique, d'ailleurs la démocratie historiquement elle a été pensée comme locale. Mais la vraie démocratie, si vous voulez, celle qui commence à la maison, pour parler comme Jefferson, c'est une démocratie qui lie l'individu à son environnement, dont il fait l'expérience, dont il n'est pas, si vous voulez, la victime ou le serviteur, mais dont il est partie prenante, justement, et qui va transformer, et en constatant ces transformations, etc., il va décider de son cours d'action ultérieure. Autrement dit, il crée les conditions de sa propre vie. Et qu'est-ce que c'est que la citoyenneté, sinon la participation à la création des conditions de notre propre vie. Donc je crois que c'est vraiment impensable d'espérer changer les gens par la pure et simple discussion ou l'échange d'arguments, indépendamment vraiment d'une action sur le terrain, tout simplement. Et merci. Donc, un jardin partagé, par exemple. Voilà. Donc, on a bien compris, lenteur bien ordonnée commence par soi-même et nous vous invitons donc à réfléchir au message que nous ont porté nos intervenants lors de cette table ronde, que nous remercions vivement, nos intervenants, et nous vous disons une bonne soirée.